Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. En cette semaine, Union Jackienne qui va voir la France se rencontrer l'Angleterre dans le dernier match de poule de la Coupe du Monde où le podcast n'a jamais aussi bien porté son nom du coup. On va d'abord se demander si l'Angleterre est imbattable. Puis on s'intéressera aux Bleus en se demandant si ce match-là pourrait être leur fameux match référence. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Thomas Perrotto, salut Thomas. Christelle. Et Dominique Sartel en direct de Tokyo, salut Dom. Salut. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Alors, des gens méchants, on en connaît, pensaient que les Bleus ne sortiraient pas de cette poule qu'on pensait être de la mort avec l'Angleterre, l'Argentine, le Tonga, les USA. Eh ben, ils sont bien attrapés, ces gens méchants, on en connaît, puisque les Bleus sont déjà qualifiés avant même leur dernier match de poule contre l'Angleterre, ce qui tombe plutôt bien, vu que l'Angleterre est parmi les favoris de cette Coupe du Monde, alors que la France est un petit peu moins parmi les favoris. Dominique, toi qui côtoies les Anglais au Japon, quelle est l'ambiance un peu dans cette équipe ? Ils sont studieux, ils sont détendus, ils font du tourisme et puis le Brexit dans tout ça. Le Brexit, ils en parlent pas trop, le tourisme non plus, mais ce qui impressionne, c'est qu'ils ont l'air très sereins. Contre l'Argentine, par exemple, il y a eu beaucoup de petites chicaneries, de tentatives de bagarres pendant le match et j'ai trouvé qu'ils étaient restés très distants par rapport à ça. Au quotidien, parce que là tu parles du terrain, au quotidien aussi, tu arrives à les voir un peu où ils sont renfermés Ah non, c'est très 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 fermé. Oui, l'Angleterre, je pense qu'avec l'Irlande, c'est une des équipes les moins accessibles, c'est-à-dire qu'il y a des points de presse, c'est très organisé. En revanche, c'est quotidien, donc tous les jours, il y a 3-4 joueurs et un des entraîneurs, donc l'entraîneur de la mêlée, l'entraîneur de la défense, l'entraîneur de la touche. Et le jeudi, il y a 6 joueurs et Eddie Jones. C'est toujours pareil, mais il n'y a jamais de relation hors ces points presse. D'accord. Et tu sais ce qu'ils font un peu ou alors c'est juste ce qu'ils te disent, entraînement et conf de presse Ouais, je sais pas ce qu'ils font, non. Je sais qu'ils ont eu quelques jours de repos à Kobe après le match contre les États-Unis. Donc ils avaient un week-end off. Donc ils ont leur famille, beaucoup ont leur famille qui sont au Japon. Donc je sais par exemple que Manu Tuilagi est allé au Universal Studios de Kobe avec sa petite fille et sa femme. Selon Eddie Jones, Billy Vunipola est allé manger du bœuf de Kobe dans, je pense, tous les restaurants de Kobe, vu qu'il en parle toutes les 5 minutes de Vunipola et de son bœuf de Kobe. Il aurait même glissé dessus contre l'Argentine sur un bœuf de Kobe, ce qui fait qu'il a une cheville avec une entorse. Ok. Niveau rugby, l'Angleterre a fait le plein de points sans avoir vraiment besoin de forcer son talent. Puisque même contre l'Argentine, qui était un peu leur gros morceau, le carton rouge de Lavanini, là, dès la 18e, je crois que c'était un peu niveler les forces s'il y en avait besoin. Dom, tu crois qu'il risque de... Les a déséquilibrés. Ouais, déséquilibré plutôt. Ouais. Ouais. C'est ça. Du coup, tu crois que l'Angleterre risque de commencer à monter en puissance contre la France ? C'est un peu le vrai début de leur compète, tu penses, le crunch ? Oui, j'ai l'impression qu'ils prennent ce match au sérieux. On a évidemment abordé la question de savoir s'ils pouvaient calculer le fait de finir premier ou deuxième de poule en perdant contre les Français exprès. J'ai l'impression que ça leur a même pas effleuré l'esprit, qu'ils veulent se servir de ce match pour emmagasiner de la confiance et aussi pour hausser leur jeu d'un ton ou deux, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Ouais, je pense pas que, effectivement, comme le dit Dom, je pense pas qu'il soit dans l'optique de faire des calculs. Évidemment, faut peut-être préciser que si jamais que le deuxième de la poule de l'équipe de France et de l'Angleterre évitera l'ogre All Black dans une éventuelle demi-finale. Mais je crois qu'Eddie Jones, Dom, tu me confirmes, a dit de toute façon, voilà, une belle lapalissade. Pour être champion du monde, il faut battre tout le monde. C'est une statistique déjà. Toutes les équipes championnes du monde ont gagné tous leurs matchs. Et qu'il n'est pas interdit de penser que les Blacks seront
aussi bon, enfin moins mauvais à prendre plutôt en demi-finale qu'en finale. Enfin, il y a pas de théorème là-dessus. Donc à un moment, il faudra les battre pour être champion du monde. Donc je pense que les Anglais ont aucun calcul à faire face à l'équipe de France. Quant à une éventuelle gestion de leur effectif, qui est pas impossible, Dom disait, il y a des petits, il y a Vunipola qui est incertain, il y a peut-être d'autres petits bobos. Mais quoi qu'il arrive, on aura face à l'équipe de France une formation hyper compétitive. Donc qu'elle aligne une équipe A ou une équipe A', elle sera sur le papier redoutable. Donc je pense pas qu'il y ait de ça reste du lourd. Ouais, les Anglais, les Anglais, ils peuvent aligner. Par exemple, je crois que Joe Marler avait un petit peu mal au dos là, donc mais il s'est quand même entraîné. Mais si c'est pas Joe Marler qui a déjà joué les 3 premiers matchs, c'est Mako Vunipola qui revient de blessure, donc c'est pas mieux, on va dire. Alors, ils disent que la Nouvelle-Zélande, elle peut très bien se faire battre, donc de calculer par rapport au tableau des demi-finales où ils affronteraient la Nouvelle-Zélande, si ça se trouve, ça sera pas ça. Et je crois aussi qu'ils préféreraient éviter le Pays de Galles et donc plutôt affronter l'Australie. Je crois qu'ils ont un petit peu peur du Pays de Galles. Oui, ils avaient perdu contre le Pays de Galles, du coup, forcément, pendant le dernier tournoi, les Anglais. Exactement, le match qui avait apporté. Ouais. Et puis, ils ont perdu aussi un des 2 matchs de préparation contre les Gallois, le deuxième. Alors, moi, je dirais pas que l'Angleterre elle a été impressionnante en phase de poule, mais je crois que c'était pas forcément son but. Elle a surtout été hyper sérieuse et elle se tient une feuille de route depuis, j'ai presque envie de dire 4 ans. Elle est programmée pour aller au bout. Là, cette phase de poule, ils ont fait 3 matchs, 3 bonus sans jamais trembler. Donc après, le match de l'équipe de France, c'est peut-être un peu différent, mais je pense que si les Anglais veulent marquer au fer rouge les Français, ils vont pas se priver parce que c'est aussi envoyer un message pour le quart de finale et après la demi-finale. Et c'est ce que disait tout à l'heure Christelle, je pense que les Anglais vraiment démarrent leur compétition à partir de ce match face aux 15 de France. On s'était un peu, non pas gossé, mais interrogé après leur match contre les Tonga en ouverture, où ils avaient décroché le bonus, je ne sais plus exactement, à la 72, 73e minute, en se disant, dis donc, ils ne sont pas très impressionnants, ils n'arrivent pas à prendre le bonus contre les Tonga. Le France-Tonga de ce week-end nous ramène à un peu plus de raison dans l'analyse de ce match-là, puisque les Tonga sont une équipe... en tout cas compétitive, ils l'ont montré et ils nous ont beaucoup embêtés. Sur ces 3 premiers matchs, on peut donner quelques petites stats comparatives, puisqu'on a affronté exactement les mêmes adversaires, France et Angleterre. Et je veux dire, le comparatif, il est sans surprise, il est largement à la faveur des Anglais, qui marquent quasiment 40 points par match quand on en marque 26, qui marquent quasiment 6 essais par match quand on en marque 3. Donc on est presque sur des rapports du simple au double. C'est une équipe qui est beaucoup plus disciplinée. Cette pénalité concédée quand nous on est à 11, qui perd moins de ballons, qui est meilleur en touche, qui est meilleur en mêlée. Enfin bref, quasiment tous les voyants sont au vert pour l'Angleterre par rapport à la France. Le seul secteur où on est un peu devant, c'est la réussite au plaquage et la réussite étonnamment dans les tirs au but, qui est d'habitude est une faiblesse française et plutôt un point fort anglais. Là, les Anglais tournent à 68%. Alors c'est notamment dû à la mauvaise performance de Farrell le week-end dernier, quand nous on est à plus de 81%. Bref, mais ces petits chiffres-là donnent quand même un éclairage assez clair, c'est le cas de le dire, de l'avantage, si on en avait besoin, après la déroute du dernier tournoi, de l'avantage qui est en faveur de l'Angleterre avant ce match. Et tu parlais du bonus face au Tonga, et face aux États-Unis, c'est pareil, je crois qu'ils prennent le bonus à la 46e ou 47e, et les Français, c'est quoi, 73 et 79, les 2 derniers essais, donc là aussi on peut mesurer à quel point la performance de l'équipe a été différente face à une nation réputée faible, entre guillemets. Je voulais parler, d'Owen Farrell. Effectivement, il a une réussite, on va dire moyenne au jeu au pied, mais il faut pas oublier qu'il a pris, il a subi 2 chocs assez violents contre les États-Unis et contre l'Argentine, qui d'ailleurs à chaque fois ont amené un carton rouge pour l'adversaire. Et d'ailleurs, pas mal de gens se demandent s'il va pas être mis au repos pour un petit peu récupérer. De 2 chocs qui à aucun moment, il n'a jamais sorti du terrain pour subir un test HIA, là, une évaluation de commotion. Et dans l'entourage de l'Angleterre, on se demande un peu pourquoi. Oui, quand on voit les images, effectivement, on peut se demander déjà comment il reste debout, en fait, mais... Oui, et puis il a subi un choc à la tête, donc le règlement voudrait qu'il soit sorti 10 minutes les 2 fois. Après, juste une chose, Christelle, au-delà des stats que j'évoquais avant, on voit clairement la différence de maturité et de construction de l'équipe d'Angleterre. Thomas le disait, on est sur un processus long de 4 ans. On arrive au terme de ce processus avec aucun changement de sélectionneur, contrairement à l'équipe de France, avec un plan de jeu qui est
connu, identifié et respecté sur le terrain, ce qui n'est pas le cas de celui de l'équipe de France. Et voilà, par conséquent, on a une équipe qui est, comme je disais, qui est mature dans ce qu'elle fait et qui est en pleine possession de son rugby, quand on a en face une équipe qui en est encore qui d'abord n'a toujours pas d'équipe type, alors que c'est l'équipe type côté anglais, elle est clairement identifiée. Ce sera peut-être pas celle-là qu'on va affronter, mais elle est identifiée. Et une équipe côté français, qui sort de son plan de jeu, qui ne respecte pas les consignes de A à Z et qui connaît par conséquent des trous d'air terribles lors de ces matchs, avec toujours le même scénario, des débuts de match pétardants, une large avance à la 20e minute de jeu et puis des gros trous d'air qui seraient, s'ils se répètent, extrêmement préjudiciables contre l'Angleterre. Et je pense qu'ils seraient sévèrement punis. Dom, comment ils l'abordent ce match? Ils en ont parlé déjà, ils les craignent un peu, c'est unpredictable French, ou est-ce qu'ils nous trouvent parfaitement prévisibles justement? C'est assez marrant parce que c'est vrai que quand nous, avec notre regard, on regarde les performances de la France et tout ce que vient de dire Clément sur la façon dont les Français ont gagné leurs 3 matchs, on a l'impression que les Anglais, effectivement, craignent l'équipe de France. Ils soulignent à chaque fois l'apport de Fabien Galtier dans le staff. Ils parlent toujours, de unpredictable French. Alors, je sais pas, c'est vrai que quand on les entend dire ça, on a envie de dire, mais vous avez vraiment vu le même match que nous. Mais bon, en tout cas, effectivement, il semble, en tout cas, respecter la France et s'attendre à un match difficile. Je sais pas si on n'est pas un peu dans les éléments de langage là quand même. Je me souviens que c'est George Ford qui disait après le premier match, alors c'est vrai, on avait battu l'Argentine et c'était en soi une surprise, qu'il avait trouvé la France impressionnante. Et je pense que tout le monde est resté sur cette première mi-temps de la France contre l'Argentine, qui était effectivement de bonne facture. Mais depuis, on a quand même enchaîné les matchs peu convaincants. Et encore, je suis gentil quand je dis peu convaincants. Et les derniers jugements des Anglais en question, en tout cas qu'on a relayé nous dans le journal, ils datent d'avant le dernier match contre les Tonga. Donc depuis, il y a eu cette pauvre prestation contre les Tonga. Donc bon, voilà, je sais pas dans quelle mesure les Anglais mais ce matin veillent. Encore, le discours était le même. D'accord. Après le match contre les Tonga. J'ai l'impression qu'il reste comme s'il focalisait seulement sur ce que la France a fait de bien. C'est-à-dire les essais que la France a marqués. Le reste, ils veulent pas le voir. Voilà, la France, elle est capable de faire tel genre d'action, de marquer tel genre d'essai, et ils sont un peu dangereux à cause de ça. Et si on se replonge dans les archives, je pense qu'ils avaient dit la même chose pendant le tournoi destination après la première mi-temps face au Pays de Galles. Ouais. Ça les a pas empêchés de nous mettre 45 grains 3 semaines plus tard. Et peut-être que vraiment les joueurs ne voient que les bons côtés de la France, que les montages qui sont effectués, sur lesquels ils travaillent par Eddie Jones sont. Non, mais après que les highlights. Voilà. Après, blague à part, je pense qu'il y a peut-être aussi de leur part une volonté de ne pas donner la moindre ficelle à tirer côté français, parce que nous on est très bon pour ça, pour aller trouver la petite phrase qui va. C'est Setiano qui a dit c'est Setiano qui à l'inverse a dit qu'ils avaient envie de crever les Anglais. Exactement. Je sais pas, ils en ont parlé d'ailleurs les Anglais de ça ou pas, Dom? Non, pas du tout. Je pense qu'ils n'avaient pas encore vu. En revanche, c'est vrai que Eddie Jones, qui est toujours prompte à balancer une petite phrase sur l'équipe adverse contre les États-Unis, il a dit on va affronter 15 Donald Trump. Enfin, il a toujours des bons mots. Sur la France, à chaque fois que j'ai suivi des matchs, il est profil bas, comme s'il avait peur de réveiller cette espèce d'esprit de revanche. Non, mais exactement. Et je pense moi, j'en suis convaincu. Je pense qu'ils veulent pas donner de prise dans leur discours à effectivement à une révolte française, à accroître la motivation des Français par des petites phrases, parce que c'est des choses dont on est capable, nous, de se nourir peut-être avec notre côté latin un peu plus que les autres, quoi. Tu sais s'il y a des joueurs qui craignent... Oui, alors les joueurs qui craignent, Christelle, je crois qu'il y a le nom de Penaud qui revient, Ntamak, c'est du classique, Penaud, Ntamak, Ituria. Mais Émile et Al, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont restés bloqués il y a 20 ans. Peut-être, ouais. J'essaye de retrouver les phrases de l'entraîneur anglais de la Médée qui est ce matin, il était dithyrambique, quoi. Ah ouais, à ce point-là. Ils se foutent de la gueule du 15 de France, c'est génial. C'est de l'humour anglais en fait, non? C'est ça?
Mais il est sud-africain. Ah merde. Non, mais il a parlé, par exemple, voilà, il a dit ils sont très très loin d'être en détresse. Ils arrivent contre nous, ils sont invaincus. Ils n'ont pas perdu un match. Il dit la dernière fois qu'ils ont perdu en Coupe du Monde contre les Tonga, ils ont fini en finale. Donc peut-être ça leur fait un peu peur. Il parle de chat aussi. Le problème, c'est que là, on a perdu contre les Tonga, donc du coup, le paradigme on a gagné, pardon. Donc, ça va pas fonctionner. Ça ne devrait pas fonctionner, mais on peut se tromper parce qu'en ce moment, on se trompe beaucoup. Enfin, moi personnellement. Non, ne te flagelle pas, Claire. Ah, ça c'est vrai, j'ai remarqué. C'est The Rakagate. C'est ça. C'est ça. Bah écoute, thank you so much, Dom, d'avoir crunché avec nous. On va te rendre à la nuit Tokyo Heat. Et on accueille Renaud. Salut, Dom. Salut, merci, et puis à bientôt. Bonjour, Renaud. Enfin, bonsoir, plutôt pour toi. Salut, Renaud. Oui, pour moi, ce sera bonsoir. Voilà. Tout va bien à Kumamoto ? Nous allons très correctement, très correctement. Bon, me voilà rassuré. Nous sommes qualifiés. On est en quart de finale. On est en quart. Exactement. Et ça, on l'aurait pas parié. On n'aurait pas parié un mois de salaire il y a quelque temps. Ah, moi, je l'ai toujours dit. Toi, tu as toujours dit. Bon, bah écoute. Porte-bonheur. Mais c'est ça. De manière générale dans la vie. Oui, il y a ça aussi. Renaud, on a demandé à Dom si les Anglais voulaient vraiment le gagner, ce match, ce crunch, s'ils y avaient vraiment intérêt pour retrouver en fait les Blacks en demi. Les Bleus, eux, ils en sont où ? Ils ont vraiment intérêt à aller livrer une bataille épique contre l'Angleterre en poule, tu penses ? En tout cas, de ce dont il témoignait hier en zone mixte, il était hors de question de laisser filer ce match. Certes, la France est qualifiée en quart de finale, ce qui remplit le contrat fixé par le président de la fédération et par nombre d'observateurs. Toutefois, c'est quand même pas une équipe qui a un niveau de confiance qui peut l'autoriser à revivre un match contre l'Angleterre comme celui du dernier tournoi. Rappelons-le, 44-5, et un pur cauchemar sportif et rugbystique. Donc, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'elle a tout intérêt à le gagner pour avoir un vrai match référence complet dans cette Coupe du Monde et essayer de voir plus loin que cet objectif de s'être qualifié en quart. De toute façon, pour revenir à ce qu'on disait avec Dom, le problème il se pose pas du tout dans les mêmes termes par rapport entre la France et l'Angleterre. L'Angleterre, elle est là pour être championne du monde. Donc l'éventuel calcul qu'on a balayé d'un revers de la main, mais de se dire on peut perdre pour éviter les Blacks en demi, il peut s'entendre. Il peut s'entendre, il s'entend pas, mais il pourrait éventuellement s'entendre côté anglais. Il s'entend pas une seconde côté français parce que d'un point de vue franco-français, Galles ou Australie, je veux dire, on n'en est pas à penser à la demi-finale, on est d'abord à penser à éventuellement gagner le quart. Et Galles ou Australie, aujourd'hui, c'est la peste ou le choléra. Sur ce qu'on a vu de ces deux équipes-là lors de leur match, de leur confrontation directe, le niveau de jeu de ce match comparé à ce qu'on voit depuis 3 semaines pour l'équipe de France, il y a un monde d'écart. Et de mémoire, on en est à 1 victoire sur les 8 derniers matchs contre le Pays de Galles, je crois. Et on en est à 2 victoires sur les 9 derniers contre l'Australie. Donc ce sont 2 équipes qui, quoi qu'il arrive, nous réussissent pas ou plus. Les Gallois, depuis 2011, c'est criant, quoi. On est vraiment en difficulté depuis la demi-finale 2011 face à cette équipe-là. Donc voilà, on n'en est pas à choisir aujourd'hui l'identité de notre adversaire en quart de finale, et encore moins à se dire, tiens, si on évitait les Blacks en demi, on serait vraiment d'une prétention crasse de pouvoir prétendre ça, quoi. Ouais, puis il y a un adage qui dit qu'en plus, quand on veut être champion du monde, il faut battre tout le monde, dont les Blacks. Donc autant dire qu'à un moment, il faut bien les croiser. Alors, oui, l'idée du plus tard possible, pourquoi pas. Ce qui est certain, c'est que cette équipe-là, cette équipe de France, elle n'a jamais enchaîné 2 ou 3 victoires convaincantes depuis une éternité. Donc, il y a l'idée de se dire, si ils battent les Anglais, ils vont se répandre en quart de finale parce qu'ils auront tout donné sur l'Angleterre. Et inversement, s'ils prennent une correction contre l'Angleterre, ils vont se rebecter un peu à la manière des Français de 2011 en quart de finale, et ils atteindront les demi-finales, et une fois qu'on est en demi-finale, tout est rebattu.
Bon, alors oui, il y a ce passé-là qui existe, mais est-ce qu'on peut l'appliquer à une équipe qui a, contrairement à celle de 2011, n'a jamais fait de grand chelem, n'a jamais gagné un test significatif dans l'hémisphère sud comme l'avait fait l'équipe de 2011, en allant gagner chez les All Blacks et en gagnant la série chez All Blacks. Bref, c'est une équipe qui n'a pas suffisamment de certitude pour se permettre de faire des calculs, et alors ce staff-là encore moins, quoi. La question qui va se poser, en fait, c'est de savoir quelle équipe Jacques Brunel va aligner. Est-ce que c'est tous les 4 qui vont enfin revenir sur le terrain? Parce qu'au final, on les a pas vus depuis le match face à l'Argentine. Et si jamais il a décidé d'aligner une équipe B ou mixte parce que c'est l'Angleterre, parce que la France est déjà qualifiée, ce serait le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied pour le quart de finale où tu arriverais du coup avec encore moins d'automatisme que le peu qu'il peut y avoir jusque-là. Après, la gestion de l'effectif, elle est quand même assez déroutante depuis ça, après, c'est vrai. sur les 15 derniers jours. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, notamment la gestion du cas Antoine Dupont, qui, moi, m'échappe. Donc, bon, on n'est pas à l'abri. Il y a aussi peut-être il y aura des petits bobos ou des joueurs à reposer peut-être. Je pense par exemple à Sébastien Vahamina qui a quand même déjà pas mal donné depuis le début de la Coupe du Monde. On sait qu'ils sortent là d'un match extrêmement physique face au Tonga et il y a que 6 jours de récupération, ce qui est quand même relativement court avant le match contre l'Angleterre. Il y a plein de paramètres à prendre en compte qui pourraient justifier qu'on laisse au repos tel ou tel joueur. Mais effectivement, je rejoins Thomas et je pense qu'il faut quand même qu'on aligne aujourd'hui une équipe la plus proche possible de celle qu'on retrouvera après en quart de finale pour essayer de lui donner un minimum de vécu commun, encore une fois, de certitude. Bon, à espérer qu'on n'en prenne pas 40 et que ça détruise le moral de tout le monde, quoi. L'avantage, c'est que s'ils veulent faire exprès de perdre, ils n'auront pas tellement à se forcer. Quelle méchanceté. Renaud, oui, on t'écoute. Non, mais là, ce serait complètement irréel dans la gestion de cette équipe, ouais, justement, d'aligner encore une charnière différente, ou en tout cas pas la même que celle qui jouera le quart de finale. Idem pour la paire de centre. Enfin, ouais, là, sincèrement, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois que j'ai fait le podcast. On est en compétition aujourd'hui. Alors, sur le cas de la gestion du pont, il y a cette histoire de mal au dos. Le problème qu'il y a avec cette équipe de France, c'est l'absence de transparence. C'est quand des infos paraissent, les démentir absolument. Bon, il y a donc c'est difficile de se projeter sur ce que seront les intentions du sélectionneur dans la compo d'équipe ou des choses comme ça, parce que effectivement rien n'est transparent sur le cas Guirado, sur le cas Dupont, son dos, est-ce qu'il est blessé ou pas. Néanmoins, si les cadres, c'est-à-dire les joueurs, les meilleurs joueurs, sont sur leurs deux jambes et ont un bulletin de santé correct, aujourd'hui, il n'y a aucune raison valable de se passer de Sébastien Vahamina, qui a sans doute été un des joueurs les plus performants contre les Tongiens, notamment dans la dimension physique, contre les Anglais, où la dimension physique sera très certainement la même, avec, je pense, un niveau d'intensité, de vitesse et de volume de course et de déplacement encore supérieur, bien supérieur même, à ce qu'ont proposé les Tongiens. Je crois qu'on peut dire, Renaud, on peut dire que ça va piquer, non ? Ouais, j'adore cette expression. Non, mais là, pour préparer le quart de finale, il faut d'ores et déjà jouer un match de cette intensité-là. Moi, je n'ai aucune idée de savoir si les Anglais vont jouer le jeu ou pas. Mais toujours est-il que les Français ont besoin d'un match d'un niveau encore au-dessus pour pouvoir élever leur niveau sur l'étape d'après. Bon, on est d'accord, donc en fait, on va mettre fin à ce podcast. Voilà. Il y a pas. D'accord. Voilà, t'as réglé tout le monde. Non, mais c'est après ce qui est dingue quand même. Je l'ai déjà dit, mais j'y reviens. C'est-à-dire qu'on a d'un côté. C'est le match le plus important depuis 4 ans. Non. Ça, je le disais il y a 3 semaines. Non, mais on est. Tu disais Renaud, on est en compétition. Ouais, on est en compétition et malgré tout, on est encore en train de construire une équipe, quoi. C'est ça qui est complètement marteau. On en est au 4e match de la Coupe du Monde et on ne sait toujours pas à quoi ressemble vraiment l'épine dorsale de l'équipe de France. C'est à se demander s'ils n'ont pas été eux-mêmes surpris de battre l'Argentine et que donc ils avaient un plan en cas de défaite pour l'Argentine et que ça a tout fait voler en éclats. Non, mais je caricature un peu. Mais effectivement, je pense qu'on a quand même une idée assez solide de la grosse équipe de France, enfin de celle qui est censée nous porter le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Il y a une incertitude au talonnage, même si je serais ahuri que sur ce match-là, le capitaine de l'équipe de France soit pas
soit pas titularisé, peut-être au poste de deuxième ligne côté gauche. Est-ce que la performance un peu en demi-teinte d'Ntamak est de nature à rebattre les cartes pour l'Angleterre? Enfin, encore là, pareil, ça me consternerait si c'était le cas. Mais bon, on peut se poser la question. Et puis, est-ce que Raka, en épouvantant des Tongiens, s'est repositionné? C'est toujours pareil. C'est sur un seul match. Bon, ça paraît compliqué. Donc, on a quand même une idée assez précise. Mais toujours pareil. Le manque de transparence sur l'état de forme des uns, l'état de forme des autres, les intentions, puis qui décide vraiment. Enfin bon, bref, fait que tout ceci est un grand flou. Est-ce qu'après le match, tu les as sentis quand même soulagés, les joueurs de cette qualif? Ouais, soulagé, c'est pas le terme que j'emploierais. Content, en fait, c'est assez étrange. On a vraiment l'impression que la qualif en quart, c'était une fin en soi. Et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que l'équipe de France, une Coupe du Monde réussie, c'est un passage en quart, quoi. Mais oui, effectivement, c'est le niveau de cette équipe aujourd'hui. Être en quart, quand on est dans une poule avec l'Argentine et l'Angleterre, et même les Tongiens, parce qu'il aura 2 points quand même seulement. Bon, bah, c'est une Coupe du Monde réussie. Donc, ça, on n'en a pas l'habitude, en fait, quand on est français et qu'on fait l'équipe de France. Mais c'est vrai que. Donc, ils n'étaient pas soulagés, ils étaient satisfaits. C'est vrai que les images, par exemple, du clapping à la fin du match pouvaient paraître de l'extérieur, en tout cas vu de France, un peu en décalage par rapport à la prestation fournie sur le terrain. Après, on comprend qu'ils soient effectivement contents. Ils ont légitimement le droit d'être contents parce qu'ils se sont sortis d'une poule. On l'a dit tout à l'heure, il y a 6 mois, on était très peu à imaginer que c'était possible. Et 2, ils ont le droit de saluer leurs supporters, de passer un moment de communion avec eux. Et donc, on a croisé des supporters aujourd'hui. Ils ont apprécié le truc du tour d'honneur, du clapping. Ouais. Donc bon, les supporters sont contents de ça. Il n'y a pas de souci avec ça, mais ça donnait quand même, voilà, encore une fois, cette notion de décalage entre la prestation fournie qui était parfois à la limite de l'affligeant et la joie des garçons. Après, la grande question qui se pose maintenant, ça a été un peu le discours de Brunel, ça a été un peu le discours de Serin, je crois, c'est dans quelle mesure le fait d'être en quart, d'avoir coché le premier objectif, va ou pas les libérer, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, je sais pas ce que t'en penses toi, Renaud, c'est difficile d'avoir une prise sur cette dimension-là. Est-ce que bon, je suis pas je crois pas ça fait longtemps que je crois plus aux bisounours et au miracle, donc je pense pas que cette équipe va se transformer du jour au lendemain, mais je me dis que peut-être qu'avec cette chape de plomb en moins sur les épaules, elle peut nous livrer de bonnes surprises. Je sais pas. Est-ce que ça va les libérer, cette victoire? Ce que disait Thierry Dussautoir dans sa chronique chez nous après le match, c'est qu'à un moment, il faut aussi avoir un socle de certitude avec des bases que sont la conquête, la discipline, toutes ces choses-là. Et pour le moment, ça, t'as quand même pas, il y a quand même peu de garanties à ce niveau-là. Et donc, se libérer sur un socle en carton, c'est compliqué, quoi. Voilà. Effectivement, je sais pas s'ils vont se libérer. Du mal même à y croire. Ensuite, après qu'ils fassent un match plus sérieux, plus dense face aux Anglais, parce que la trouille de prendre une raclée, parce que un sentiment de revanche par rapport à ce qui s'est passé au tournoi, ça c'est possible. Mais qu'ensuite ils aient tout donné sur ce match-là et qu'ils explosent en quart, c'est aussi une possibilité. Et dans ces conditions, on ne peut, en tout cas je l'espère, avoir qu'une bonne surprise, ou alors une très mauvaise comme en 2015. En plus, c'est la même question qu'on se posait après l'Argentine, en disant ils ont gagné face à l'Argentine, ça y est, ils vont pouvoir être libérés, ils vont pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Or, pas du tout, donc je vois pas pourquoi d'être passé en quart de finale, ça changerait quelque chose sur leur confiance et leur certitude. Et je trouve qu'il y a un parallèle assez troublant à faire entre cette Coupe du Monde et le tournoi Destination. C'est-à-dire que la première mi-temps du premier match est pas loin d'être parfaite. Pour rappel, la première mi-temps contre le Pays de Galles pendant le tournoi. 16-0 à la mi-temps. Plus ils passent de temps ensemble, moins bien ils jouent, quoi. Alors, avec cette particularité-là, pendant cette Coupe du Monde, que l'équipe, elle a énormément changé sur les 3 matchs. On l'a dit, avec des matchs rapprochés, donc ça pouvait s'expliquer. Mais bon, ça, c'est quand même extrêmement inquiétant, parce que voilà, il reste au moins 2 matchs, si ce n'est plus. Et si la courbe de performance de l'équipe de France est descendante, on peut être inquiet pour la suite des opérations. Là, on va voir la courbe de performance de vos pronostics, parce que Clem contre les Tonga, tu avais pronostiqué un 38-10, un peu ambitieux. Thomas, un 24-5 et 2 blessés. C'était contre les États-Unis, les 2 blessés, finalement.
Pour le crunch, Renaud, tu nous en donnerais un petit pronostic ? Un petit pronostic, c'est compliqué. J'ai du mal à trouver cette Angleterre hyper sereine en fait. Je la trouve pas, pachydermique et conquérante comme ce qu'elle nous avait fait au dernier tournoi. Mais en même temps, elle se nourrit extrêmement bien des fautes de ses adversaires et l'équipe de France commet énormément de fautes. Elle perd énormément de ballons, elle est extrêmement pénalisée, elle a une mêlée qui marche pas. J'ai du mal à me faire une idée, mais bon, allez, je vais dire 30 à 17 pour l'Angleterre. Clément ? Moi, c'est juste, avant de parler du score, je redoute la défaite encourageante, quoi. J'espère qu'on n'aura pas ça. Justement, genre un 30-20 ou un truc dans ce genre-là, qui nous ferait penser, qui nous donnerait l'illusion qu'on n'est pas loin. Tu préfères une énorme fessée ? Non, j'espère qu'on va gagner. Mais bon, ça, j'y crois pas. Mais je ne demande qu'à être démenti, confère mon ami Aliveretti Raka. Donc, je sais pas, je vais dire... Je pense qu'il y a 25 points d'écart quand même, donc un truc du genre... Tu seras gentil de t'immoler place de Jaude, hein. Ouais, j'irai m'immoler place de Jaude, ouais. Je filmerai. 40 à 15. Et Thomas ? 38-12 avec une Angleterre assez moyenne. Avec une Angleterre B. Pas sereine et fébrile. 38-12 pour les Anglais quand même. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ouais, bon, on est super optimiste, quoi. Oui, globalement. Je vois ça. Okay. Ou réaliste. Oh, vous me déprimez toutes les semaines. Mais on gagnera le quart de finale. Oui. Sur 2023. Eh bien, merci messieurs, on va en rester là. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Thomas Perotto, Dominique Issartel et Renaud Bourrel. Merci à Roland Richard, à la technique, à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.